Lorsque j'écris, il m'arrive de me demander « Est-ce que ce passage va plaire ?» Puis immédiatement après, et si justement il ne plaisait pas, qu'il dérangeait, serait-ce un mal ? Ces deux voix-là, elles ne cessent de se répondre dans ma tête. C'est celle du créateur, qui cherche à demeurer libre et instinctif, mais aussi celle du lecteur en puissance, qui attend, qui juge. On dit souvent qu'un écrivain écrit d'abord pour lui. C'est faux. On écrit pour quelqu'un, même si on ne sait pas pour qui. Mais à quel moment le désir de plaire commence-t-il à trahir ce qu'on a à dire ? Aujourd'hui, je voudrais parler de cette frontière, celle où la sincérité se heurte au marché, où l'art rencontre le pragmatisme, et où l'écrivain se demande « Faut-il choisir entre écrire ou plaire ?» Bienvenue dans ce nouvel épisode de Noir sur Blanc. Alors pour commencer, je voudrais répondre à une question. Pourquoi écrit-on ? On dit souvent que pour connaître un auteur intimement, il faut lire son premier livre. Parce qu'à ce moment-là, il n'a pas encore appris à se protéger. On va dire qu'il ne sait pas encore mentir à travers les mots. Il écrit sans stratégie, sans calcul. Et dans cet abandon, il se livre tout entier, parfois même sans s'en rendre compte. En écrivant son premier roman, l'auteur ignore s'il sera lu un jour ou même publié. Évidemment, il l'espère, et dans cette espérance, il met tout ce qu'il a, ses rêves, ses manques, ses blessures. Il écrit dans l'hypothèse, ou peut-être dans l'illusion, que quelqu'un quelque part le lira un jour, et que ce lecteur inconnu comprendra ce qu'il a voulu dire, ou ce qu'il n'a pas su dire autrement. On écrit pour être lu, donc pour plaire, in fine, c'est inévitable. Celui qui prétend écrire sans se soucier du lecteur, je crois qu'il se ment un peu. Car le simple fait de mettre des mots sur une page, c'est déjà un geste tourné vers l'autre, une main tendue, avec l'espoir qu'elle sera saisie. Mais écrire, c'est aussi s'exprimer à cœur ouvert, et donc parfois déplaire. Dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on tait d'ordinaire, bien parfois ça ne plaît pas, ça dérange. Parce qu'écrire, c'est révéler une vérité, sa vérité, et donc accepter qu'elle ne plaise pas à tout le monde. Finalement, l'acte d'écrire naît de cette tension entre le besoin d'être reconnu d'un côté, le désir d'être libre de l'autre, entre l'envie d'être compris et la peur de se trahir. C'est dans ce tiraillement, dans cet espace un peu fragile entre la sincérité et la séduction, que l'œuvre commence, et peut-être même que toute vocation d'écrivain naît. Alors si vous le voulez bien, entamons cette deuxième partie en étudiant le fait d'écrire pour son lectorat, justement. Une chose est sûre, lorsqu'on écrit, on ne peut pas totalement s'affranchir des codes. Même si on s'en défend, même quand on prétend écrire totalement librement, on s'inscrit toujours, consciemment ou non, dans une tradition, un genre, une grammaire. Et ce, pour parler au lecteur. Cette grammaire correspond souvent à ce qu'on a lu et à ce qu'on ambitionne d'écrire. Parce qu'écrire, c'est quand même un peu dialoguer avec ceux qui ont écrit avant nous, quelque part, reprendre le flambeau, comme une sorte d'imitation. Alors on regarde les invariants des genres qu'on a envie de copier, ou au moins ceux dans lesquels on a envie de produire un roman. Dans le polar, domaine que je connais bien, il y a un certain nombre d'invariants clés. Par exemple, le cadavre, celui qui ouvre le bal, qui met tout en mouvement. Il y a des auteurs comme Patricia Cornwell avec sa femme légiste Kay Scarpetta. Pour Kay, la mort, elle est littéralement son alter ego, un personnage à part entière de ses livres. Elle vit au milieu des corps, les ausculte, les questionne, les comprend. Scarpetta, elle incarne complètement cette fascination du polar pour la frontière entre la vie et la mort. Il y a le flic aussi. Celui qui est toujours un peu cassé, parfois même alcoolique, hanté par ce qui s'est passé avant l'histoire en question. Le flic de polar, c'est une figure éminemment tragique. Il cherche la vérité dans un monde où il sait déjà qu'elle n'existe pas. C'est typiquement Harry Bosch chez Connolly, c'est Charcot chez Franck Tillier, des hommes qui essayent de rester debout dans un monde qui, autour d'eux, s'effondre. Il y a un autre mouvement
dans le polar, c'est la tentation du gore. Parce que le sang, ça attire, ça fait vendre. Je prends l'exemple de Jean-Christophe Granger, par exemple, avec Les Rivières pourpres. Eh bien, on voit là qu'il a hissé la violence au rang quasi d'un art narratif. Hein. Et c'est le cas dans pas mal de ses autres livres, d'ailleurs, qui sont tous très très bons. Chez lui, la noirceur, elle est presque poétique. Les corps mutilés racontent quelque chose de notre propre brutalité. Et puis le polar, au fond, c'est ça, une catharsis, on en a déjà parlé longuement dans les épisodes de Noir sur Blanc. Un lieu où l'on peut regarder la mort sans détourner le regard. C'est précisément ce que nous propose Jean-Christophe Granger. Je vous ai parlé des invariants du monde du polar. Je vais vous parler d'un autre domaine que je connais bien parce que j'y ai aussi commis un roman, c'est l'anticipation. Là encore, il y a des codes. Un monde plus noir que l'encre, souvent vidé de son sens, où l'humanité s'est perdue entre progrès et peur. C'est le cas de 1984 d'Orwell, avec la figure de Big Brother, la surveillance totale, la manipulation du langage, ou de Fahrenheit 451, un autre monument de la littérature d'anticipation, ce livre qui a été écrit par Ray Bradbury, où la société brûle des livres. Voilà, ce genre d'atmosphère, eh bien, ce sont des invariants que les lecteurs connaissent, qu'ils apprécient. Ces codes-là, ils sont essentiels à connaître et à respecter pour un auteur s'il veut être compris. Et c'est là l'ambiguïté, c'est que on veut se conformer, on veut être compris, et en même temps on veut s'affranchir des règles. Alors certains auteurs y arrivent avec brio. Dans le cas du polar, on peut citer Fred Vargas par exemple, avec son commissaire Adamsberg. Elle a totalement brisé les codes du polar. Son héros, il n'est pas brisé tel que Charcot, il est rêveur, intuitif, presque poétique. Elle y remplace l'action frénétique par le mystère que je qualifierais de tranquille. Le sang, il est remplacé par le brouillard des campagnes françaises. Et force est de constater que le succès a suivi. Preuve que on peut séduire le lecteur autrement que par la surenchère. J'ai un autre exemple de livre peut-être un peu moins connu que ceux qui mettent en scène le commissaire Adamsberg par Fred Vargas. C'est l'exemple des Meurtres zen de Carsten Dusseux. Alors, j'ai découvert ce livre, je l'ai lu avec jubilation pour tout dire. Il met en scène un avocat surmené qui découvre la méditation de pleine conscience et applique les préceptes du zen pour éliminer calmement ses ennemis. C'est absurde, jubilatoire et très intelligent de la part de Dussé, parce que il joue avec les codes du polar en les détournant complètement. Il fait de la violence une métaphore du lâcher-prise. On peut difficilement faire plus grand écart. Il surprend le lecteur là où il ne s'y attend pas et ça marche encore une fois. Et puis il y en a qui refusent complètement de plaire. Ceux pour qui l'écriture ne doit pas forcément être comprise. Et puis donc les exemples que je vais vous citer, ils ont flirté avec l'expérimentation. Je vais vous parler d'un mouvement littéraire assez connu des années 50, qui est le nouveau roman. Un exemple radical du fait de ne pas chercher à séduire dans l'écriture. Ce mouvement, il a été créé autour d'Alain Robbe-Grillet, de Nathalie Sarraute, de Claude Simon. Il est né aux éditions de Minuit, donc un éditeur qui porte haut l'ambition littéraire. Leur ambition, justement, c'était de déconstruire la narration traditionnelle, en se libérant de la notion même de personnage, d'intrigue, de psychologie. Chez eux, les objets remplacent les émotions, la structure elle-même devient le sujet. Alors, franchement, c'est pas évident à lire, c'est froid, déroutant, aride. C'est une littérature du refus. Refus du marché, du divertissement, de la lecture comme acte de consommation. Une écriture qui cherche à inventer, non à séduire. Là, on n'est plus du tout dans le plaire. On est vraiment dans l'accomplissement de l'auteur lui-même. Quelques décennies plus tôt, on avait d'ailleurs eu à peu près la même chose autour du mouvement surréaliste, avec des gens comme Breton, Aragon, qui avaient ouvert des portes insoupçonnées, et même celles de l'écriture automatique. Où là, on voit bien que l'idée de plaire était très très loin de leur pratique de l'écriture. Aujourd'hui encore, on a
quelques auteurs qui s'essayent à des œuvres contemporaines, hybrides, poétiques, inclassables, qui osent dérouter le lecteur. On n'est vraiment pas là dans le plaire, on est là dans l'accomplissement d'un art. Alors oui, écrire pour séduire son lecteur, c'est souvent inévitable. Mais la vraie question, c'est comment le séduire sans se trahir. Car le plaisir du lecteur ne doit pas effacer celui de l'auteur. Alors je ne sais pas s'il faut aller jusqu'au nouveau roman ou jusqu'au surréalisme pour ça. Mais en tout cas, quand on écrit, c'est avant tout pour se faire plaisir. C'est en fait une tension entre fidélité à soi et puis ouverture à l'autre, l'écriture. Abordons à présent un mouvement, pour le coup, assez radical. Alors pas comme le nouveau roman ou le surréalisme, mais vous allez voir une autre notion, celle d'écrire contre son lecteur. S'il y a des écrivains qui cherchent à séduire, pour plaire, pour conforter, d'autres cherchent à bousculer, à déranger, parce qu'ils estiment que la littérature n'a pas vocation à apaiser, mais à confronter. Il y a pas mal d'exemples, et on va en citer quelques-uns, d'auteurs qui ont pris un parti assez radical de choquer. Le premier que je citerai, c'est Louis-Ferdinand Céline, avec évidemment Voyage au bout de la nuit. C'est un exemple éclatant. Quand le livre paraît en 1932, il scandalise autant qu'il fascine. Sa langue est crue, orale, presque vulgaire pour l'époque. En réalité, quand on la regarde aujourd'hui, elle est incroyablement dense et d'une virtuosité inégalée jusque-là. Mais derrière cette brutalité, il veut, Louis-Ferdinand Céline, dire ses vérités, celles du désenchantement moderne. Céline, il ne cherche pas à raconter une belle histoire, il veut dire le monde tel qu'il le voit, sordide, absurde et en même temps terriblement humain. Il écrit contre le roman bourgeois, la littérature policée et la bienséance. En le lisant, on comprend que choquer, c'est pas pour lui une posture, c'est une nécessité. Il fallait cette rupture pour dire l'indicible. Un autre exemple, encore plus ambigu, Lolita de Nabokov. C'est un roman fascinant autant que dérangeant. Il est impossible de lire Lolita sans malaise. Nabokov, il y déploie une langue somptueuse, presque envoûtante, mais il y raconte une histoire insoutenable, celle d'un homme obsédé par une enfant. Et c'est précisément ce contraste entre la beauté de l'écriture et l'horreur de son sujet qui en fait une œuvre remarquable. Cette absence de morale, cette neutralité glacée, eh bien, c'est perturbant. Ça nous renvoie à notre propre inconfort. On ne sort pas indemne de la lecture de Lolita. On s'y confronte à la part la plus obscure du désir, mais aussi du langage. Vous voyez bien que dans cet exemple-là, je ne pense pas que Nabokov se soit dit qu'il allait plaire à son lectorat. Il a voulu juste dire quelque chose. Un autre auteur qui procède de la même intention, même s'il n'écrit pas sur le même thème, c'est Houellebecq en France. Houellebecq qui est l'héritier de cette tradition du scandale. On peut citer Soumission, Les particules élémentaires, Sérotonine. À chaque fois, il provoque, il choque. Mais derrière son cynisme, il y a une lucidité implacable. Houellebecq décrit notre époque, lutte contre nos hypocrisies, contre notre confort moral. Il n'écrit pas pour rassembler, il écrit pour nous réveiller. Et ces livres, pourtant, ils se vendent par centaines de milliers, comme quoi le malaise qu'il provoque est aussi une forme de vérité qui nous attire. On pourrait citer bien d'autres exemples. J'ai en tête Bret Easton Ellis avec American Psycho, Chuck Palahniuk avec Fight Club notamment, roman culte qui a fait l'objet d'un film non moins intéressant. Là encore, en fait, tous ces écrivains, ils ont en commun une certaine forme de courage. Le courage d'écrire ce qu'ils savent perturber. Ils ne cherchent en aucun cas à convaincre, mais à faire réagir. Paradoxalement, c'est là leur vraie séduction d'ailleurs. Ça ne passe pas par le charme, mais par la vérité. Écrire contre son lecteur, pour eux, ce n'est pas le mépriser, c'est le considérer assez intelligent pour supporter la complexité du monde. Ils refusent de simplifier ou d'édulcorer cette réalité.
Ils veulent croire que la littérature n'a pas pour mission de divertir, mais d'éveiller. À présent, je voudrais vous parler d'un autre mouvement, celui du formatage de la littérature. Quand on aborde la question de plaire, on se dit, mais à qui veut-on plaire? Eh bien, souvent on veut plaire au marché. Et lorsqu'on veut plaire au marché, eh bien la tentation de formater sa production, entre guillemets, est importante. On veut se fondre dans le moule du marché, on obéit aux chiffres plutôt qu'à une nécessité intérieure. Et cette tentation, elle n'est pas nouvelle dans le monde de la littérature. On va faire un petit peu d'histoire de la littérature. Dès le 19e siècle, la littérature a commencé à s'industrialiser. Le roman est devenu une sorte de produit. Avec l'alphabétisation massive, la baisse du prix du papier, la lecture, elle s'est démocratisée. Et puis, il y a des petits malins qui ont senti le bon filon. Et c'était la presse. Donc les journaux, pour fidéliser leurs lecteurs, ils ont inventé un nouveau format, le roman feuilleton. Un jour, un chapitre, une semaine, un rebondissement. L'objectif était évident, tenir le lecteur en haleine, comme un abonné Netflix aujourd'hui. Alors le meilleur exemple, c'est le travail d'Alexandre Dumas, avec Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte-Cristo. Dumas publiait dans le journal Le Siècle, également dans le journal Les Débats. C'est là que les lecteurs ont découvert son œuvre. Alors ça n'empêche pas que l'œuvre d'Alexandre Dumas est extraordinaire, mais il l'a construite autour de cette logique. Avant lui, d'ailleurs, il y avait eu Eugène Sue et Les Mystères de Paris, qui avaient déjà compris qu'une intrigue bien ficelée découpée en épisodes pouvait captiver des foules. Le roman feuilleton, c'est la première série littéraire. Et vous voyez bien que la notion de formatage est un peu née avec cette nécessité de séduire chaque jour. L'émotion devenant un produit, le suspense, une stratégie marketing. Alors les siècles ont passé, les journaux se lisent un peu moins malheureusement, mais le principe est resté. L'idée de calibrer pour mieux séduire. Et les grandes maisons d'édition, elles ont bien compris ce mouvement, elles s'y sont lancées à corps perdu et elles ont même sophistiqué le concept. Pour illustrer ça, je vais vous parler d'un livre qui est sorti en 2011. Un livre qui a été écrit par E.L. James et qui s'appelle toujours d'ailleurs, 50 nuances de Grey. Je pense que ce livre ne vous a pas échappé à l'époque parce qu'il avait vraiment fait du bruit. C'est un roman un peu érotique sur les bords et il a lancé un véritable mouvement. Et ce mouvement, il m'a été décrit par un éditeur dont je tairai le nom il y a quelques années et il m'expliquait avec force enthousiasme qu'il y avait un segment qui était en train d'émerger qui s'appelait le porn mum. Maman porno, pour les moins anglophones d'entre vous. J'avoue que j'étais assez surpris lorsqu'il m'a expliqué les codes de ce nouveau segment. En fait, avec 50 nuances de Grey, E.L. James a ouvert un pan de la littérature et en quelques mois, les éditeurs ont compris qu'il tenait là une mine d'or. Ils ont voulu répondre à la demande des lectrices de retrouver les émotions découvertes dans 50 nuances de Grey. Ils ont du coup sorti un certain nombre de livres et de séries avec les mêmes ressorts, avec des noms fleuris d'ailleurs, Beautiful Bastard, After, Calendar Girl, j'en passe. Des sagas calibrées, toujours construites autour du même schéma narratif, avec des archétypes masculins, féminins, des histoires de rédemption. Bref, on retrouvait les codes élaborés et mis en scène par 50 nuances de Grey. Le tout était fait, formaté pour une consommation rapide et amplifié par un autre mouvement qui est celui de la lecture numérique. Pourquoi ? Auparavant, sortir un roman érotique dans le métro, c'était pas évident. Il fallait quand même assumer. Mais voilà que les liseuses sont arrivées. Et avec les liseuses, finit la honte et la culpabilité. On peut lire tout ce qu'on veut. Et c'est d'ailleurs un bien, franchement. Moi, je suis pour que chacun puisse lire exactement ce qu'il veut. Et la liseuse, pour ça, est un formidable outil, pour bien d'autres raisons d'ailleurs. Mais le phénomène ne s'est pas limité à cet exemple emblématique de 50 nuances de Grey. On y voit aussi dans la littérature de genre le même phénomène émerger. Une littérature de genre, c'est le fantastique, le young adulte, le polar, la romance, bref. On a vu là que la notion de copycat était devenue monnaie courante. Copycat, c'est refaire ce qui a été fait par le passé.
Un autre exemple, après le succès des vampires de Twilight, qui d'ailleurs suivait le travail de Bram Stoker bien longtemps avant et son insubmersible Dracula, une avalanche de clones a déferlé sur le marché. Des vampires romantiques, des vampires végétariens, des vampires qui vont au lycée, bref, des vampires partout. À nouveau, le lecteur voulait retrouver les mêmes émotions, et puis les éditeurs ont répondu « Très bien, on va les produire ». La littérature, elle devient alors un marché à part entière, avec ses tendances, ses produits stars, ses effets de gamme, tout le vocabulaire du marketing de masse. Mais le plus fascinant, c'est que ces efforts de formatage des éditeurs, eh bien, ils ont été supplantés par un autre mouvement, la numérisation du secteur. En fait, les éditeurs ont été pris à leur propre piège. Aujourd'hui, le calibrage du marché ne se fait plus dans leur bureau. Il se fait dans les algorithmes des géants du numérique. Les résumés de livres, vous savez, la fiche descriptive qu'on trouve sur Amazon ou Kobo, eh bien, sachez que ces résumés sont écrits comme des fiches produits, truffés de mots-clés destinés à remonter dans les recherches d'Amazon. Thriller psychologique, secret de famille, le livre cosy de votre hiver. Toutes ces formulations, elles ne sont pas là pour vous séduire vous, elles sont là pour séduire l'algorithme. C'est ce qu'on appelle, en langage du monde du marketing digital, le SEO, Search Engine Optimization. Donc, l'optimisation pour la recherche et pour les moteurs de recherche. C'est l'art de produire du contenu calibré pour la recherche sur Internet. Et peu à peu, cette logique, elle a infiltré toute la littérature. Elle s'est même glissée dans les textes mêmes. Les auteurs, consciemment ou non, finissent par écrire pour les algorithmes. Des phrases plus courtes, des chapitres plus denses, des intrigues plus linéaires. Le but, c'est plus seulement de captiver le lecteur, mais c'est de satisfaire la machine qui recommande les livres. Aujourd'hui, certains vont même encore plus loin. Ils laissent directement l'intelligence artificielle écrire à leur place. Des romans entiers sont générés par IA et ils inondent Amazon. Ils sont produits en quelques heures et évidemment calibrés pour cocher toutes les cases du succès commercial. Tel mot, amour par exemple, doit apparaître un certain nombre de fois. La tension dramatique doit monter à tel pourcentage du texte. Le twist final intervenir à la page 200. Je me souviens d'un livre que j'ai lu. Il s'appelle The Best Seller Code. Il a été écrit par Jodie Archer et Matthew Jokers. Et ces deux personnes expliquaient comment ils avaient mis la science des data au service de la compréhension du phénomène des best-sellers, avec force graphique et analyse de données. Eh bien, on est en plein dedans. L'écriture devient une science prédictive. Vertigineux, non ? On en arrive à la conclusion de cet épisode. Alors faut-il écrire pour plaire ? Ou bien écrire pour être vrai ? C'est la question qui traverse tout ce que je viens d'évoquer, peut-être même toute l'histoire de la littérature. Car au fond, aucun auteur n'échappe à cette tension. Même ceux qui prétendent s'en moquer, même ceux qui écrivent contre leurs lecteurs, ils cherchent malgré tout à être entendus. Écrire, c'est déjà vouloir que quelqu'un quelque part vous lise, c'est tendre une main dans le noir du monde. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il existe 1000 manières de plaire. On peut séduire par le confort, par la beauté, par le conformisme. On peut aussi séduire par la vérité, même celle qui dérange. Céline, Nabokov, Houellebecq, tous à leur manière, ont captivé parce qu'ils ont osé dire ce qu'on taisait. Ils ne cherchaient pas l'approbation, ils cherchaient la justesse. Et cette justesse-là, c'est peut-être la forme la plus pure du plaisir de lecture. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où tout pousse à la standardisation. Mais ce que les chiffres ne peuvent mesurer, c'est le frisson. Cette vibration infime qu'on ressent devant une phrase juste, une image nouvelle, une émotion qu'on n'avait jamais su formuler jusqu'alors. Écrire, pour moi en tout cas, c'est chercher cette vibration. C'est une forme de résistance, douce et intime, résistance au conformisme, à la facilité et au rouleau compresseur de la vie. Alors non, il ne faut pas choisir entre écrire et plaire. Il faut simplement redéfinir ce que plaire veut dire. Plaire, ça ne peut pas être seulement flatter ou rassurer, mais c'est toucher à quelque chose d'essentiel, d'humain et d'irréductible. Écrire, c'est un acte de foi dans la capacité du lecteur
à reconnaître ce qu'il y a de vrai dans nos mots. C'est une confiance obstinée dans le pouvoir de la sincérité. Tant qu'il y aura des auteurs pour chercher, pour écrire, malgré le bruit du monde et du marché, les lecteurs pourront encore tendre l'oreille. Et la littérature vivra entre désir de plaire et nécessité d'être. Vous avez écouté Noir sur Blanc. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous. Laissez une note car cela m'aide beaucoup. Et surtout, continuez de lire, d'écrire et de douter. Parce que c'est peut-être là, dans ce doute, que réside la dernière forme de liberté. Merci et à bientôt.